Bonjour à tous, soyez les bienvenus à ce tout premier rendez-vous avec le Mobile Technologies Incubator. Alors derrière ce nom se cache en réalité la première saison du project initié par Alcatel One Touch et soutenu par Paris Région Lab Incubateur. Merci beaucoup d'être avec nous ici ce matin sur ce plateau qui va nous permettre de dresser en fait un panorama des technologies mobiles actuelles mais aussi émergentes. Et juste avant ça, puisqu'il nous fait l'honneur de sa présence ce matin, je vais demander à monsieur Jean-Louis Missica, vous pouvez l'applaudir, de nous rejoindre sur ce plateau. Jean-Louis Missica, bonjour, adjoint au maire de Paris chargé de l'urbanisme, de l'architecture, des projets du Grand Paris, du développement économique et de l'attractivité. C'est interminable, hein. Mais oui, mais c'est beau. Ça, c'est l'inconvénient de passer à 21 adjoints, c'est que la taille des délégations s'allonge considérablement. Je vous laisse prendre la parole en tout cas pour quelques instants. Mais avec grand plaisir. D'abord, je veux vous souhaiter la bienvenue parce que cet incubateur Boussico, c'est un projet de la ville de Paris. C'est un des grands projets d'incubateur de la ville de Paris. Il a été inauguré, je crois, en février, le 5 février 2014 par Bertrand Delanoë et Anne Hidalgo. Il est le deuxième plus grand incubateur de Paris derrière Nord Express, puisqu'il fait environ 6000 mètres carrés. Je crois qu'il est le symbole de ce dynamisme de la création de jeunes entreprises innovantes et de l'écosystème parisien, notamment dans le domaine des technologies numériques. Alors il va être très très vite, je dirais, déclassé par l'inauguration de l'incubateur McDonald's qui lui fera 16 000 mètres carrés, qui est prévu en 2015, et bien sûr le méga incubateur de la Halle Fraissinet, 34 000 mètres carrés, là, que nous considérons comme le plus grand incubateur de la planète, et qui est un projet commun à Xavier Niel, à la ville de Paris et à la Caisse des dépôts, et qui lui sera inauguré en 2016. Donc vous voyez que des projets à Paris, nous n'en manquons pas dans le domaine des nouvelles technologies et de la création d'entreprises. J'ai une autre raison de me réjouir, c'est que quand nous nous sommes lancés dans cette politique de soutien aux startups en 2008 et même un peu avant, puisque mon collègue Christian Sauter avait commencé ce travail, c'était vraiment une politique publique. C'était une politique publique et c'était de l'argent public qui était investi dans la création d'incubateurs. Et puis maintenant, eh ben, nous avons ces incubateurs publics-privés, puisque ce que nous faisons avec Alcatel One Touch, enfin quand je dis nous, je parle bien sûr de Paris Incubateur, on l'a déjà fait avec Renault, on l'a déjà fait avec la SNCF, avec JC Deco, on a un projet avec l'Air Liquide, on a donc de plus en plus de partenariats qui montrent que le secteur privé, dans une perspective d'innovation ouverte, se mobilise à nos côtés. Et puis, bien sûr, nous avons des incubateurs 100% privés, hein, comme justement la Halle Fraissinet, qui est un symbole juste de la mobilisation. Et moi, je considère qu'à partir du moment où une politique publique est relayée par des initiatives privées, cela veut dire que quelque chose de vraiment important s'est mis en route. Alors ici, dans cette maison, vous avez plusieurs thématiques d'incubateurs, hein. Vous avez un incubateur aéronautique, et je suis sûr qu'il y aura des points de contact entre les startups qui sont incubées chez vous et cet incubateur aéronautique. Il y a un incubateur sur la e-santé, un incubateur sur la ville de demain, hein, sur la Smart City. Et donc, je crois beaucoup à ce mélange dans un lieu unique d'incubateurs spécialisés et au caractère un peu inattendu des rencontres qui peuvent se faire dans ce genre de choses. Il y a déjà près d'une cinquantaine d'entreprises qui sont installées bénéficiant des écosystèmes de l'ensemble des partenaires que j'ai évoqués. Donc je me félicite beaucoup de cette association. Je dis bienvenue à Alcatel One Touch dans ce programme et dans ce lieu absolument magnifique. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter un peu, mais c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel comme rénovation. C'est l'ancien hôpital Boussico dans lequel nous nous trouvons actuellement. Et bien sûr, pour conclure, je voudrais féliciter les 6 premières start-up lauréates de ce programme, 3 en amorçage et 3 en décollage. Signaler que parmi les 3 en décollage, il y a une société italienne qui vient de Rome, et
Ça, c'est une excellente nouvelle pour Paris. Ce n'est pas la première société étrangère qui s'installe dans un incubateur parisien. On a déjà quelques exemples, mais je crois que ce processus est le signal également de la visibilité internationale et de l'attractivité internationale de Paris en tant que lieu de création d'entreprises et d'écosystèmes dans le domaine de l'innovation. Donc je vais les citer les 6 si vous voulez bien. Je vous en prie. Ipone, Shoot for Me, Speaker, Atuma, qui est la société italienne, Tractel et Iotel. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Iotel, mais c'est très bien. Voilà. Naturellement, les noms sont tous plus compliqués les uns que les autres, mais ça, c'est le signal que nous sommes dans le monde merveilleux des startups. Voilà, je vous remercie. Bonne conférence de presse. Bienvenue à Alcatel One Touch et bonne continuation. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Misika. Vous pouvez l'applaudir effectivement. Et je vais demander aux 2 instigateurs de ce Mobile Technologies Incubator de me rejoindre. Il s'agit d'Éric Vallet et Nicolas Bellego. Éric Vallet, vice-président partenariat et grand compte chez Alcatel One Touch, et Nicolas Bellego, responsable de l'incubateur Mobile Technologies. Bonjour à vous deux. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Éric, Alcatel One Touch, 5e acteur mondial dans la conception, la production et la commercialisation de téléphones mobiles. Alors on le sait, vous faites émerger de nouvelles technologies depuis toujours. Mais vous faites quoi exactement chez Alcatel One Touch ? Alors, pour être précis, François-Xavier, plutôt que faire émerger, je préfère qu'on dise on rend accessible, on rend possible, on rend accessible les nouvelles technologies. La société que je représente est en fait une société de téléphonie mobile qui travaille sur le marché depuis plus de 20 ans. Effectivement, vous disiez depuis toujours. On a été clairement un des pionniers de la technologie GSM. Et depuis le 4e trimestre de l'année dernière, on est 5e acteur mondial. Bravo. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Je peux vous donner un exemple. Par exemple, on fait un smartphone LTE, coloré, fin, accessible. Justement. Il est commercialisé celui-là ou pas encore ? Il va être commercialisé d'ici le milieu de l'année à un prix 2 à 3 fois moins cher que les marques que vous connaissez. On les connaît effectivement. Alors vous avez un service recherche et développement qui est en veille permanente et vous avez eu l'idée de lancer en fait un appel à candidature auprès de la communauté des startups, c'est ça ? Oui, disons que on prône en interne le 100% homemade parce qu'on a 5 centres de R&D basés en Chine. Je ne vais pas vous faire le détail, mais on peut y revenir après si vous voulez. On a une usine en propre. On a un centre de design très important, sûrement un des plus importants dans le domaine. Mais on n'a pas hésité, bien qu'on ait avec François ici présent un centre d'innovation et d'études avancées assez complet. On va y revenir. On n'hésite pas à aller chercher à l'extérieur des compétences, des idées que l'on n'a pas à l'intérieur ou qui nous permettraient d'adresser de nouveaux business models. D'où la naissance du project, justement. Alors, racontez-nous, quels sont ces objectifs concrètement à ce project ? Alors, les objectifs, c'est comme je le disais en introduction, c'est rendre possible des nouvelles, on verra après dans la présentation, des nouvelles interfaces utilisateurs, rendre possible l'accession des startups au marché. Parce que j'aimerais vous rappeler, parce que 5e acteur mondial, c'est pas forcément très précis, mais l'année dernière, donc on a vendu 55 millions de terminaux. Donc c'est 55 millions d'occasions pour ces startups de rencontrer leurs clients. Cette année, ça devrait être, je ne vais pas vous donner d'objectif, mais quelque chose comme 20% de plus. Donc, dont la moitié de smartphones. Oui, notre société est la société qui a la plus forte croissance dans le monde de la téléphonie mobile. Ce qui vous a amené tout ça à signer un contrat de partenariat, c'était en date du 4 octobre dernier, 2013, contrat de partenariat avec Paris Regional Incubateur. Alors, vous avez fait le choix de vous tourner vers un incubateur corporate. Nicolas, je m'adresse à vous maintenant. C'est quoi un incubateur déjà ?
Alors, on peut peut-être effectivement commencer par là. Un incubateur, c'est un dispositif qui vise à accompagner de jeunes entreprises innovantes, des startups, depuis la phase de création jusqu'au développement commercial notamment. Et chez Paris Région Lab Incubateur, qu'est-ce que vous faites exactement? Paris Région Lab, c'est une structure, c'est un opérateur d'incubation sur Paris. Il y en a plusieurs. Je crois que vous avez sans doute entendu le discours de M. Missika. Ouais. Jean-Louis Missika en a parlé, effectivement. Il y a de nombreux dispositifs d'incubation qui se créent sur Paris. Paris Région Lab va proposer différents modes d'incubation. Alors d'abord, ce sont des locaux, vous l'avez vu. Le lieu de Boussicot en est un, mais Paris Incubateur travaille sur 9 sites dans Paris. Et puis ce sont des programmes d'accompagnement qui vont varier selon le stade de maturité des entreprises. Vous pouvez nous les développer justement? Il y en a 2 précisément. Alors oui, il y en a 2. Alors côté Paris Région Lab, on a effectivement mis en place 2 dispositifs, ce qu'on va appeler l'incubation d'amorçage et puis de l'incubation de décollage. Alors qu'est-ce que c'est exactement? L'amorçage, c'est en gros un programme d'1 an qui vise à accompagner les entreprises dans leur création. Donc on est dans ce qu'on va appeler la génération, la validation d'un modèle économique. Donc c'est vraiment la jeunesse du projet? C'est la jeunesse du projet, mais de l'entreprise déjà. On est en phase d'entreprise, de création. Donc les objectifs à l'issue de cette année d'incubation, ça va être de valider un prototype auprès d'un client, donc à travers un pilote, une expérimentation ou un contrat commercial. Et puis d'un point de vue financier, ça va être de consolider la structure financière à travers des mécanismes d'aide publique ou de business angel notamment. Pour le décollage, on est sur la phase suivante. On va parler beaucoup plus de business, de développement commercial. Et donc là, les besoins des startups qu'on va accompagner vont être d'être connectés un maximum avec des partenaires ou des clients potentiels, dont des grands groupes. De parler d'international déjà, puisqu'on parle de développement et d'accélération du business, l'international est un vrai sujet. Et puis puisqu'il faut aussi consolider la structure financière, on va parler plutôt là d'investissement de type VC, donc venture capitaliste. Donc l'idée, c'est de les connecter un maximum, ces startups, avec des fonds d'investissement. Vous parliez des grands groupes, et c'est le cas d'Alcatel One Touch en la personne d'Eric sur ce plateau. Comment on fait pour capter leur attention à ces groupes-là? Alors oui, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce qu'on est sur des cultures différentes, parce que voilà, c'est pas toujours simple de connecter start-up et grands groupes. Et je crois que le vrai sujet, c'est pas tant de les connecter, mais c'est de faire qu'ils travaillent ensemble. Et donc c'est ce sur quoi on travaille nous depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Et c'est pour ça qu'on a monté. Alors Jean-Louis Missika l'a évoqué tout à l'heure, des partenariats publics-privés. On a imaginé une nouvelle forme d'incubation qu'on va appeler incubation corporate. Et l'exemple d'Alcatel One Touch aujourd'hui illustre parfaitement ce dispositif. Mais c'est vrai qu'on le teste déjà depuis maintenant un peu plus de 2 ans, notamment avec Renault, avec SNCF, JCDecaux. Donc l'idée, c'est d'apporter un service d'incubation, je dirais, classique aux startups, mais en plus, elles vont bénéficier d'un partenariat, d'un contexte de partenariat avec le grand groupe en question. Ça, ce sont les enjeux pour vos startups justement qui ont été retenus? Oui, très clairement. Je crois que là, l'enjeu, alors ça sera d'autant plus vrai pour des startups en décollage qui sont déjà dans la commercialisation. Donc l'enjeu est vraiment de passer des partenariats, de se développer, d'accélérer leur accès au marché. Mais sur de l'amorçage, c'est aussi un enjeu puisque le contact avec un grand groupe permet de valider un modèle économique ou d'aller plus vite sur ces sujets. Eric, on est d'accord, le thème du Mobile Technologies Incubator est quand même assez large. Il s'agit d'imaginer 3 volets qui sont dédiés au support mobile de demain, en l'occurrence les services, les applications et les technologies. Je crois que vous aviez quand même quelques précisions à nous apporter là-dessus. Oui, si vous voulez. Ah bah allez-y. En fait, on l'a voulu assez large parce que c'est quand même nos premiers pas dans l'open innovation. Et on ne savait pas non plus quel type de réponse on allait avoir. Mais de toute façon, pour se développer, nous, en tant qu'acteurs majeurs de la téléphonie mobile, on a des besoins qui sont de 3 ordres. Des besoins en développement de hardware. Donc là, il s'agit plus de travailler sur des nouveaux matériaux, sur des nouvelles batteries, c'est des nouvelles caméras, des nouvelles antennes, des choses comme ça, même des systèmes audio. On a besoin de nouvelles applications. Là, on a plusieurs startups qui lancent, effectivement, vous allez le voir, des applications intéressantes. Et puis, on a besoin aussi de nouveaux champs d'exploration sur les objets connectés, par exemple. Donc, c'était les 3 thèmes un petit peu. Mais bon, on ne se limite pas, c'est très ouvert. C'est large, mais c'est précis en même temps. Nicolas, c'est important comme critère, ça aussi? Oui, c'est un facteur de succès, je pense, de ce type de programme. C'est-à-dire qu'il faut être à la fois suffisamment large pour toucher suffisamment de startups, c'est-à-dire que permettre à des startups qui, a priori, n'étaient pas forcément
ciblé, de pouvoir proposer des choses intéressantes et de les tester, mais à la fois être suffisamment précis pour que dans un second temps, on parle business et que ça fasse sens pour le grand groupe et qu'on imagine des collaborations. Ouais. Alors Nicolas, ce project, et Eric évidemment, c'est 50 dossiers qui ont été déposés, 6 startups qui ont été sélectionnées à l'issue donc de vos concertations, j'imagine. Parlez-nous un petit peu du process de sélection, Nicolas notamment. Alors, le process, c'est en gros 3 étapes. D'abord sur dossier, on a reçu effectivement une cinquantaine de dossiers, donc des business plans d'entreprise. De toute l'Europe, c'est ce que disait M. Missika tout à l'heure. Effectivement. Donc l'idée, dans un premier temps, ça a été de les évaluer. Alors, à la fois côté Alcatel One Touch et côté Paris Région Lab. Les principaux critères, c'était déjà la proposition de valeur qui était faite par rapport à la thématique et par rapport au contexte d'Alcatel One Touch. Donc ça a été le premier sujet. À l'issue de cette sélection, on a retenu 16 dossiers qu'on a invités à venir se présenter, à venir pitcher dans les locaux d'Alcatel One Touch, donc avec les équipes d'Alcatel One Touch et des partenaires. Peut-être que Eric les citera, mais il y avait plusieurs partenaires, ce qui était assez... On avait des gens qu'on connaît, comme il y en a dans la salle aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a Bouygues, il y a Orange, il y a Qualcomm. Pour le pitch day, il y avait un venture capital, il y avait Orange, effectivement aussi. Voilà, donc à l'issue de ce pitch day, nous avons retenu 6 dossiers, donc 6 projets, qui ont passé une dernière étape de comité d'investissement et d'incubation, donc où on a associé la ville de Paris, qui est partenaire du programme, et BPI France également, qui participe au financement du programme. Et chez Alcatel One Touch, Eric, vous aviez des exigences précises de sélection? Pour la première saison, non, on n'avait pas d'exigences précises. Ouais. On avait le professionnalisme de Paris Incubateur qui nous disait qu'il fallait s'intéresser au caractère innovant technologiquement du projet. Bien sûr, on essaie de regarder s'il y a un aspect stratégique pour nous, la dimension financière, mais pas que. La qualité de l'équipe, c'est très important, en tous cas à mes yeux. Je viens un peu du marketing et c'est important que les personnes soient dynamiques et vendent leurs projets, qui peuvent évoluer après dans le cycle de notre partenariat, et puis l'écosystème dans lequel évolue le projet. Et très rapidement, pourquoi 6 projets pour cette première saison ? On reviendra après sur l'accompagnement. Au départ, on devait en sélectionner 5. Et puis, il y en a un pour qui j'ai eu un coup de cœur. Et donc, je vous laisse découvrir. Bon, on va voir. En tout cas, vous restez avec nous tous les deux, évidemment. Cet accompagnement, on l'a évoqué ensemble, peut-être de 2 natures, cette fameuse incubation, le décollage et avant ça, l'amorçage. Et je vous propose justement de découvrir les 3 startups sélectionnées en phase d'amorçage. Il s'agit de Mathieu Alouche pour Shoot4Me, Raphaël Tissot pour Speaker et Louis Aubert pour Tractol. On les accueille tout de suite sur ce plateau. Bienvenue à vous 3, messieurs. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Messieurs, chacun d'entre vous a imaginé une application B2C résolument tournée vers la dimension sociale. On va beaucoup en parler. Après l'idée, place au business maintenant, avec comme premier objectif la génération d'un business model, comme on l'appelle, qui aboutisse à un premier pilote, ou en tout cas à un premier contrat. Je commence par vous, Raphaël. Bonjour. Bonjour. Alors Raphaël, Speaker, c'est une application mobile de messagerie géolocalisée. La démo d'ailleurs au même titre que pour toutes celles des startups ici présentes, ce sera en fin de conférence. Raphaël, racontez-nous d'abord l'idée, quand, comment, pourquoi. En fait, ça part de plusieurs observations. Camille et moi, mon associé, on a toujours été un peu intéressés de voir comment les gens s'approprient la ville pour communiquer à leur façon. Ouais. Et j'étais au voyage au Canada et j'ai vu des gens faire un truc formidable, c'est qu'ils écrivaient un souvenir sur un post-it et ils le collaient sur le mur là où ça s'est passé, dans la rue, aux yeux de n'importe qui. Pour laisser une trace en fait. Laisser une trace, laisser le fait que voilà, je vis dans la ville, ouais, et j'en profite avec mes amis. Et en France aussi, à Paris, on a remarqué qu'il y a ce genre de petits efforts de communication. Il y a ces fameux cadenas qui sont accrochés pour l'élu de son cœur sur les ponts. Il y a des gens qui écrivent un peu timidement à la craie sur les trottoirs. Donc il y a vraiment cet effort de vouloir laisser un message pour quelqu'un. Quand on voit ça, on a toujours un air un peu attendri, on se dit bon, c'est sympa, bon, ça ne nous concerne pas, donc on continue un peu à vivre sa vie. Et c'est là qu'on s'est dit, mais si justement ce message vous concernait, si ce message vous attendait à cet endroit, rien que pour vous. Et c'est comme ça qu'on a voulu créer Speaker. Alors n'en dites pas trop, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde quelques images justement sur Speaker. Je vous laisse les commenter également en même temps pour qu'on fasse connaissance avec l'application. Donc sur Speaker, en fait, on a voulu recréer l'expérience d'une messagerie géolocalisée.
en y regroupant bien sûr vos contacts et regroupant sur une carte les messages que vous avez reçus et les messages que vous avez pu envoyer. Là, ici, par exemple, c'est les messages que vous avez reçus. On implante une condition qui est très forte, c'est qu'il faut être à 150 mètres du message reçu pour pouvoir le lire. Il faut vraiment être à l'endroit pour le profiter. D'ailleurs, là, on voit qu'il est bloqué. Quand je vais envoyer un message, je vais avoir cette même condition d'être à l'endroit. Je vais choisir où la personne va recevoir ce message. Ici, je vais envoyer un message à ma copine. Elle se lève très tôt tous les matins pour aller au boulot et je vais l'encourager. Donc je vais lui écrire je vais lui écrire un petit message sympa pour qu'elle le reçoive quand elle sort du métro. Au moment où elle sort du métro, elle va recevoir ce message-là. Donc je contrôle. Et ce qui va être pratique, c'est que je vais pouvoir contrôler et être présent au quotidien, l'accompagner, mes amis et ma copine, en envoyant des messages partout où je sais qu'elle va passer, à sa pause déjeuner, avec ses sorties entre amis, au moment où elle passe une épreuve. Donc je vais pouvoir vraiment envoyer des messages où je veux, en contrôlant où est-ce qu'elle va recevoir ce message. Pour terminer, on reçoit une notification quand on passe près d'un message qui va nous dire « Tiens, message vous attend, vous pouvez le lire ». Donc je vais être à l'endroit qui a été choisi par mon ami. Ici, mon ami a envoyé un message. Il me raconte qu'il a rencontré une célébrité juste dans cette rue. Donc pour lui, c'était génial. C'est un ours apparemment. Et si j'avais reçu ce message instantanément dans le métro, en réunion, etc., ça n'a eu aucun effet. Alors que là, je le reçois là où ça s'est passé. Et ça va vraiment permettre d'être dans un vrai contexte. Et c'est là-dessus qu'on va se baser, sur le contexte de réception. Ça permet aussi éventuellement d'envoyer un rappel à son conjoint quand tu vas faire les courses. Parfaitement. Ça permet de rien oublier, c'est plutôt pas mal. Alors l'application aujourd'hui, Raphaël, elle est développée jusqu'à quel point et vous attendez quoi précisément du Mobile Technologies Incubator? Alors on vient de terminer une bêta à 30 personnes, une bêta privée. Donc on a pas mal de retours à améliorer pour faire une V1 publique. Et ce qu'on attend de cet accompagnement et de cette joint venture, c'est justement de pouvoir profiter de la force de frappe d'Alcatel, qui est présent dans de très nombreux pays en développement, sur lesquels Android sont très présents. Nous, on développe en ce moment sur Android, on va ensuite rejoindre iOS. Et ça nous permettra justement de profiter de cette naissance très puissante de notre partenariat. Merci beaucoup, Raphaël. Mathieu, je crois que vous aussi, vous faites dans la géolocalisation. En effet. Avec Shoot4Me. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde carrément la vidéo de présentation de Shoot4Me. Martin est blogueur. Il a besoin d'une image impactante pour son prochain article. Comme à son habitude, il va utiliser Shoot4Me. Je crée la mission en quelques secondes. Alors, 1. Le nom de la mission. 2. Le briefing. Je précise exactement ce dont j'ai besoin. 3. Clac. Je lui colle une géolocalisation. Bon, je la mets gratos. Non. À 15 €. Je vais avoir le top. Hop. C'est fini. Martin peut retourner à la rédaction de son article. La plateforme Shoot4Me relaie maintenant la mission auprès de chaque shooter concerné. Par mail ou via l'application smartphone. Tiens, une mission. Allez, je suis juste à côté. Clac, je shoot. Phil, Théo et Marie proposent aussi leurs photos. Martin, qui est rentré chez lui, est averti des propositions d'images. C'est celle-là qu'il me faut. Martin sélectionne l'image, puis la paye. Après paiement, il obtient l'original en grand format. L'auteur est crédité des points d'expérience et de son revenu. Comme Zach a beaucoup aimé la mission, il fait un follow et rejoint alors le réseau de Martin. Martin pourra ainsi proposer, plus tard, des missions privées à tous les shooters qui, comme Zach, le suivent. Alors, Mathieu, si j'ai bien compris la vidéo, ça vous permet d'avoir des espèces d'équipes de reporters comme ça sur le terrain, en gros. C'est exactement ça. L'esprit en fait de Shoot4Me, c'est une plateforme sociale dont l'objectif est de mettre en relation les gens qui ont besoin de photos et les gens qui font les photos. Ouais. Et notre idée, c'était de mettre en gros tous les photographes de tout poil sur une seule unique plateforme, les professionnels, les amateurs et monsieur et madame tout le monde avec son smartphone. Donc vous avez une cible qui est très large. On a une cible extrêmement large, exactement. L'objectif étant de couvrir un maximum de besoins, chaque besoin a son photographe. Mais j'ai ouï dire que vous aviez quand même une éthique commune à tous les usagers, c'est ça? Alors c'est même plus que ça, on met le respect en fait, c'est notre valeur. Le respect d'ailleurs de ceux qui ont besoin de photos. Savez-vous déjà que par jour, plus de 350 millions de photos sont uploadées sur Internet. Dans le monde Dans le monde et par jour, et qu'il est de plus énorme. en plus compliqué aujourd'hui de trouver la photo. Imaginez, vous êtes blogueur, vous avez besoin d'images impactantes pour illustrer ce que vous faites dans votre quotidien. Aujourd'hui, il est de plus en plus compliqué de trouver une image. Moins de 8% sont tagués.
Ce qu'on propose avec Shoot for Me, c'est d'écrire exactement ce que vous avez besoin et les gens vont pouvoir la faire pour vous. À l'opposé, vous avez donc ceux qui font les photos. Là aussi, c'est le respect le plus total, puisque toute image a sa valeur. Ça peut être de l'argent ou un simple merci. Mais l'idée, c'est dès le départ, en fait, le photographe est averti et sait exactement à quoi il s'engage. Il connaît les droits d'utilisation de son image, il connaît le prix. Libre à lui, en fait, de participer. Et concrètement, Mathieu, Shoot for Me, comment ça fonctionne ? Donc le principe, c'est de mettre en relation des gens qui ont besoin de photos, et ça se passe sous forme mission géolocalisée. Ouais. Alors, vous l'avez vu dans la vidéo. Le principe, c'est de mettre un petit brief, de géolocaliser la photo ou de décrire une zone. Dans ces cas-là, vous allez pouvoir... donc le shooter va pouvoir recevoir, en passant près du lieu de la mission, une petite notification qui lui dit tiens, là, il y a une photo à prendre. A contrario, si vous avez défini une zone, par exemple pour toute la France, vous allez pouvoir faire une post-analyse et savoir où les photos ont été prises. Donc c'est un petit peu le double avantage, et ça vous permet de vous adresser aussi bien à des métiers de l'illustration, on va retrouver la presse, les marques, les blogueurs, qu'à des marques. Donc c'est-à-dire en gros, si je veux mettre en avant ma marque, je vais pouvoir lancer des défis, par exemple, autour de la photo, et après collecter l'ensemble des données géolocalisées. Merci beaucoup Mathieu. En tout cas, c'est le pouvoir de la mobilité, si je résume. C'est exactement ça. D'une certaine manière. Merci Mathieu. Louis, vous aussi, avec Tractol, votre application donne dans la localisation, on est d'accord. Mais on va aborder avec vous davantage le plaisir auditif que visuel. C'est bien ça. Hein. En l'occurrence, on va en parler juste après, ce que je vous propose de la regarder maintenant, la vidéo teaser de Tractol pour bien comprendre. Hey toi, tu aimes la musique? Faut absolument que je te parle de Tractol. Tractol, qu'est-ce que c'est? C'est une playlist interactive à laquelle tout le monde peut participer en direct depuis son smartphone. Par exemple, tu arrives à un événement, tu sors ton smartphone, tu envoies la musique que tu veux écouter à la playlist et les personnes vont découvrir ton choix directement sur l'écran géant. S'ils aiment ta musique, ils vont tous pouvoir voter et la faire remonter dans le classement. Bah tiens, regarde, elle est en train de monter, 2e place. Première place, et bim, la soirée repart. C'est ça qui est cool avec Tractol, c'est que tout le monde peut prendre la place du DJ en passant la bonne musique au bon moment. Que tu sois en soirée, dans un événement, en un cocktail, un afterwork, un mariage, enfin, tu l'auras compris. Partout où tu écoutes de la musique à plusieurs, tu as maintenant le contrôle. Rejoins-nous dès maintenant sur Facebook et Twitter. En soirée, justement, Louis, j'ai entendu dire que l'idée de Tractol, vous l'aviez en soirée entre potes, c'est ça? Voilà, c'est ça. On est 3 cofondateurs avec Mathieu et Thibaut qui sont dans la salle. Et en fait, la problématique à laquelle on a voulu répondre, c'était justement qu'en soirée, c'était souvent la guerre devant l'ordi pour mettre de la musique. Chacun changeait son téléphone sur le dock d'enceinte, etc. Donc ce qu'on a voulu créer, c'était une application qui allait permettre de pouvoir gérer à plusieurs de manière fun la playlist, et que chacun depuis son smartphone puisse le faire. Et ça, c'est justement grâce au fait que de plus en plus de personnes aient des smartphones que tout le monde puisse participer. Qu'est-ce qu'on a comme application possible avec Tractol? En fait, c'est ça qui est assez rigolo dans l'histoire de Tractol, c'est qu'on est parti d'une problématique entre amis, c'est-à-dire comment on fait pour pas que ce soit la guerre dans nos soirées entre potes pour passer de la musique. Et on s'est rendu compte en fait que la sonorisation sociale, entre guillemets, que chacun puisse participer à l'ambiance musicale, ça pouvait aller un peu plus loin que juste la soirée entre potes. Et en fait, ce qui nous a fait halluciner, c'est qu'on a des gens qui sont venus nous voir pour nous dire mais ce serait génial avant un match, à la mi-temps, pour mettre tout le monde en avant sur les écrans, pour animer une gare, pour les bars, même chez le coiffeur quand on est en train de se faire coiffer. En fait, la sonorisation sociale, ça peut être quelque chose de la ville connectée de demain. Si la ville est connectée, avoir un impact sur son environnement musical, ça peut être par là. Donc on est vraiment parti du délire entre potes et comment faire quelque chose de fun en soirée à quelque chose qui peut aller beaucoup plus loin, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Comme quoi ça peut partir d'une idée relativement simple, entre guillemets, et prendre des proportions assez intéressantes, quoi. Voilà, mais on est quand même c'est très important pour nous de garder l'aspect festif et de dire que c'est avant tout pour faire des soirées chez soi ou des apéros. Et d'ailleurs, si vous voulez essayer l'application, on pourra l'essayer juste après pour un cocktail festif. Ah bah ça va être chouette tout ça. Alors on l'a vu, vous êtes en tout cas tous les trois ici sur ce plateau très novateur. Est-ce que vous avez déjà de la concurrence, en l'occurrence Mathieu notamment? Oui, on a de la concurrence. Donc nous, on est sur un métier qui s'appelle les tâches à la demande.
Ouais. Alors, il faut savoir qu'il y a 3 grandes familles de tâches à la demande. On a les panels utilisateurs, les clients mystères, le service à la personne et enfin la photo à la demande. Donc nous, on a 2 gros concurrents européens. Mais il faut savoir que ça pousse un petit peu comme des champignons. On est sur un marché extrêmement novateur, d'où l'obligation d'être différent. Et nous, notre différence, c'est l'aspect social qu'on amène, puisque quand on connecte quelqu'un qui a besoin d'une photo avec quelqu'un qui fait des photos, le premier lien, c'est la mission géolocalisée. Ouais. Voilà. Raphaël, vous avez des concurrents aussi déjà sur le marché? Oui, on a un gros concurrent américain, mais en fait, on a réussi à le tacler en quelque sorte avec la condition d'être au bon endroit pour lire le message. Mais aussi, on va se concentrer sur un réseau qui est très restreint. On va limiter l'application à 12 personnes pour se concentrer vraiment sur la famille et les amis proches. C'est ce que vous disiez, ouais. Voilà, pour vraiment cibler les top 12 des gens à qui vous envoyez des SMS, les gens auxquels vous pensez tous les jours. C'est vraiment avec eux qu'il y aura une réelle intimité autour de la géolocalisation, autour du message qui vous attend au coin de la rue. Et Louis, pour Tractel? Nous, on est sur un sujet passion qui est la musique. Il y a énormément d'acteurs dans le streaming, que ce soit Deezer et Spotify, qui ont ouvert la voie. Nous, sur ce côté, cette cerise collaborative et consommation collective de musique, il y a aussi beaucoup de gens qui arrivent, parce qu'en fait, c'est comme si on était un prolongement du jukebox. Donc toutes les personnes qui ont pu expérimenter le jukebox ont essayé de le réinventer, sauf qu'on essaie de le faire mieux que les autres et d'apporter une sorte de touche très sociale et de mise en avant des personnes. C'est pour ça qu'on parle de consommation sociale de musique. Eric, chez Alcatel One Touch, comment est-ce qu'elle s'organise cette mobilisation autour des projets qui sont en incubation d'amorçage? Elle commence avec vous, François-Xavier. J'en suis ravi. Puisque c'est un média training aujourd'hui Ouais. en live et je pense qu'ils sont déjà pas mauvais. Ça va, ils se débrouillent bien. Ouais. Ensuite, en fait, on a commencé déjà depuis quasiment le début de l'année. Il y a 2 startups que vous allez voir après, Ipone et IOTOL, qui travaillent déjà sur l'implémentation de leur technologie sur des tablettes, par exemple. Et puis, comment elles s'implémentent, s'organise cette mobilisation? On a Myriam, ici présent, qui sera un peu l'agent de liaison des startups avec le reste du groupe. C'est la nounou, c'est ça? Il y en a qui l'appellent la nounou, mais elle apprécie moyen, donc j'insisterai pas. Et puis, on a aussi Tim qui nous a rejoint, Tim Young, qui nous a rejoint en début de semaine et qui va s'occuper de la communication de ces startups en externe et aussi en interne chez nous, puisqu'il s'agit de faire savoir aussi que le projet existe et que les gens puissent l'utiliser. C'est ce qu'on va voir dans les semaines à venir avec Myriam et avec Tim. On en parlera peut-être après, mais il y a aussi François qui travaille déjà activement avec plusieurs startups pour soit le portage de leurs applications sur Android, soit les études à la prise en compte de ces technologies sur les études avancées. Ouais, François Chambon qui sera effectivement avec nous dans un petit instant. Merci beaucoup à vous 3 les garçons. Vous pouvez les applaudir d'ailleurs encore. Et justement, autre phase d'incubation un petit peu plus aboutie, puisque si vous avez bien suivi, là on a parlé d'amorçage, on va donc maintenant évoquer l'incubation de décollage avec nos 3 autres startups. Je demande donc à me rejoindre sur ce plateau Christophe Dutheil pour Ipone, Gioia Pistola pour Atuma, ainsi que Gisèle Belliot pour IOTOL. Les voici. Merci beaucoup à vous 3 de m'avoir rejoint, enfin de nous avoir rejoints avec Eric et Nicolas. Et je vois, aux surprises, au étonnement, 2 femmes sur le plateau. C'est chouette ça fait plaisir Christophe, ça fait plaisir. Je suis ravi. Bah, moi aussi. Gisèle, justement, parlons-en, la parité dans les mobile technologies, est-ce qu'elle est respectée ou pas? Pas tout à fait quand même. Non, mais ça s'améliore très nettement, surtout à l'étranger. On voit de plus en plus de femmes entrepreneurs et femmes dans les IT. Donc ça évolue bien quand même. Très positif. L'autre femme de ce plateau, en dehors de Gisèle, c'est vous, Gioia. Welcome, thank you to be here. We are very pleased to introduce you and Atuma to the French market, Gioia. You have already won a lot of awards, such as Best App 2013 at NYC, TechCrunch Italy Winners in 2012, and one of the 15 apps to be integrated and selected by Samsung for Gear 1 and 2. Exactly. Congratulations. Thank you. I imagine you've never thought about that when you started, Gioia. Can you tell us how did you get the idea?
Well, first of all, thanks everybody for inviting us. It's great meeting you today. With pleasure. And well, how we came out with the idea. So basically in 2012, I met my first co-founder, and her name is Francesca. She's not here today. And we had the idea to revolutionize the mobile experience on the smartphone. And the idea was very big, maybe too big, because we wanted to create a new operative system for smartphone that were able to suggest to follow the user life in a proactive way. But we needed to start that from somewhere. And so this is why we finishing creating our team with other 2 persons. One is over there registering a video, and he's our CTO and CEO, and another guy from the design experience, so product design. And so we decided to start with an application to create smart actions and to make every smartphone really context aware, so able to sense the user condition and suggest proactively useful action in a certain moment. And we are going to watch your video about Atuma. Okay. You can explain, if you want, the images just Okay, here. sure. Well, this is an example of the Gear Watch. Here we have the experience of creating smart actions. Here we are saying if a battery level reach a certain level on the smartphone, then I can receive automatically a smart notification on my Gear smartwatch. So this is something that is going to happen automatically each time the condition is satisfied. And this is just an example. Now I'm just setting up the title of the notification. And this is just an example of one smart action that users can create. But most important, we don't have only the creation part. Here we are choosing a title for our smart actions. And once I save it, I can choose. I can keep it private, just for myself, or I can share it with the community. Because today we have more than 300,000 users that every day create and share smart actions with other people. So this application now in the Google Play helped us testing the technology, testing the framework, because behind this application there is, let's say, a more complicated technology than an application. Gioia, what does your app involve exactly? Today the application that is on the on the Play Store, and as we are going to soon release the iOS version. And so basically allow users, as I told, to create the smart action and make it so you can set it and forget it. So they're going to run automatically every time. And you can also download other smart actions from the other users, so you can be inspired. Maybe you need something for the meeting, like for example, if I arrive at office and I'm going to have a meeting, automatically put the silent mode, or if I arrive at home, I want to switch off automatically the Wi-Fi, and many other use cases. And so apart from these applications, what we are going to do is something, let's say, a bit more complicated to explain, but I do my best. We are creating some SDK. SDK means development kit for third parties to be integrated with our technology, because we integrated more than 50 sensors between software sensor from the smartphone or for the smartwatch or for external applications like Facebook, Twitter, Dropbox, and so on. And they can create their own conditions and actions. And in this way, they can have their own Atuma, their own smart actions. What do you expect from Alcatel One Touch and Paris Regional Incubator, Gioia? I think it's a great opportunity for us, because as I told a few minutes ago, what we are doing is not just investing our time, our money on developing the client part, the application part, but we are investing a lot of effort in developing our cloud infrastructure and our interface for third parties. And third parties could be developers of application or developers of smart object or handset manufacturers. So, and this could be great to, let's say, to bring on our market strategy, our go-to-market strategy of this new version of the platform together with Alcatel One Touch.
Eric et Nicolas, ensuite, quelles sont vos attentes vis-à-vis d'Atuma, si vous en avez? Grazie mille. It's awesome. Merci, Gioia. Grazie a voi. Clairement, en fait, l'idée, c'est d'intégrer ces Smart Actions dans nos mobiles, mais peut-être d'aller plus loin que la technologie là où elle en est actuellement et de l'intégrer de manière facile et naturelle pour l'utilisateur. Je vous donne un exemple qui moi, me parle plus que des slides. C'est votre téléphone. Un jour, il doit pouvoir vous dire tiens, j'ai remarqué que tu avais un rendez-vous à l'extérieur, je sais qu'il va pleuvoir, prends un parapluie. Voilà. Donc c'est l'alerte. C'est l'alerte, c'est juste un exemple. Mais après, si on intègre ça dans un environnement, comme le disait Goya, intégrant la télévision, le home network, etc., les objets connectés, on peut aller beaucoup plus loin et inventer ensemble, comme on va le faire aussi avec iPhone et iHotel, une nouvelle expérience utilisateur. Mais ça, de manière facile et naturelle. Sans programmation de l'utilisateur. C'est là le challenge. De manière assez intuitive, en fait. Tout à fait. Nicolas, vous avez des attentes, vous, de la part d'Atuma? Alors, des attentes, pas spécialement. Nous, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir l'aider, l'accompagner. Et on est ravis qu'une boîte étrangère puisse venir sur Paris et que dans les incubateurs, on puisse parler en anglais à la machine à café. Voilà, je pense que c'est un enjeu. Après, on a plusieurs partenaires qui sont forcément intéressés par ce type de solutions. Je pense aux constructeurs automobiles, aux opérateurs aussi. Donc voilà, on est ravis de pouvoir l'accompagner là-dessus. D'autres secteurs d'activité, en l'occurrence. Christophe, à nous maintenant pour iPhone. Je crois que vous avez connu un chouette démarrage aussi avec votre application. Racontez-nous un petit peu l'idée. Alors nous, on est dans la techno hardware, on fait du matériel et l'idée c'était de mélanger, de créer la nouvelle génération d'écrans tactiles qui vont interagir avec des objets. On voulait retrouver le sens du tactile et de l'interaction des objets et finalement on connecte les écrans tactiles et les objets connectés, si on peut faire simple, et on va utiliser ces objets naturels, un stylo, une figurine, puisqu'on vient du domaine du jeu beaucoup, on est des grands enfants, pour rendre ces objets interactifs avec ces écrans. Et on a construit des écrans interactifs, alors ça a même bien fonctionné, on a eu des bons retours des grands industriels, et en particulier Alcatel One Touch, puisque plusieurs de nos grands écrans interactifs de 46 pouces à l'horizontale ont été utilisés sur le Mobile World Congress à Barcelone, sur le stand d'Alcatel One Touch. Donc c'était aussi une façon de valider le produit sur son marché. Alors je vais vous faire travailler un petit peu comme Gioia à l'instant. On va regarder des images concernant justement la technologie iPhone. Je vous laisse les commenter également, Christophe. Très bien. Alors ce qu'on va voir ici, c'est ce type d'interface un peu d'un nouveau genre, où vous avez ces objets qui interagissent directement sur des écrans, plutôt horizontales. Alors, comme je le disais, on vient vraiment du domaine ludique, mais l'idée c'est effectivement de pouvoir mélanger ces objets. Vous voyez un dé qui va pouvoir être traqué en temps réel, donc personne ne fait vraiment ça dans le monde aujourd'hui, ce genre de choses. C'est assez rare, effectivement. Très innovante. Là vous avez un mélange de jeux vidéo avec du jouet finalement, et on a ce moyen d'immerger des objets réels dans du virtuel. Alors on s'amuse comme des fous, vous voyez, on passe notre temps à faire des jeux, mais ça a aussi d'autres vocations, notamment l'éducation par exemple, pour écrire sur des écrans. Et quand on va le mettre à la verticale contre un mur, on va avoir les tableaux blancs ou noirs de demain pour les écoles ou même dans les entreprises pour avoir les tableaux blancs de demain. Et là c'est la même technologie qu'on utilise. Et ensuite les points de vente avec des produits qui seront présentés aux clients avec de l'information produit autour des produits. Et puis accessoirement, on contrôle aussi des petits robots. On arrive à faire des choses vraiment très intéressantes. On se marre bien chez iPhone quand même. Hein. On passe notre temps à rigoler. Oui. Alors Christophe, vous évoquiez à l'instant votre présence sur le stand Alcatel One Touch au Mobile World Congress de Barcelone. Plus globalement, qu'est-ce que vous attendez de cette collaboration avec Alcatel One Touch ? Alors, on l'a vu, on fait des prototypes, des produits, mais notre vrai métier, c'est l'IP, la propriété intellectuelle, et de licencier nos brevets. Et pour transformer cette R&D en produit fini, il faut s'associer à des partenaires industriels qui ont la puissance de feu pour pouvoir mettre des produits sur le marché. Et typiquement, Alcatel One Touch est un candidat parfait. Nous aimerions effectivement travailler avec eux pour que notre technologie puisse intégrer leurs produits, tout domaine confondu, et en fait existe vraiment sur le marché. Merci Christophe. Autre technologie prometteuse, celle d'iHotel, avec vous Gisèle. Et grâce à vous, on a une façon d'interagir avec nos écrans et même, je dirais plus généralement, notre environnement de manière assez futuriste. Bon, voilà,
Gisèle, pouvez nous le dire, hein, vous êtes une fan de science-fiction, c'est pas possible. Un petit peu, ouais. Un petit peu, oui, ouais. oui. La science-fiction nous inspire beaucoup, comme tous les grands inventeurs, les grands concepteurs. On s'amuse beaucoup, mais notre vrai métier, c'est de dépasser les problèmes, résoudre les problèmes. Et on est avant tout des concepteurs ingénieurs. Ouais. Et aujourd'hui, Minority Report, ce n'est plus de la science-fiction. C'est la réalité. C'est vraiment la réalité. On s'inspire d'Hollywood ou de la littérature, mais on rend réel la possibilité d'interagir avec nos écrans d'un simple geste de la main sur des écrans aussi bien très larges où le challenge est d'arriver sur des plus petits. Et en image, justement, vous allez d'autant mieux comprendre la technologie d'IoTel. Gisèle, pardon, je vous laisse commenter aussi les images. Très bien. Alors donc nous, c'est le geste. Vous allez voir qu'ici, l'écran n'est pas tactile. C'est la détection du mouvement qui nous permet de rendre l'écran tactile et de reproduire cette expérience. Le capteur est juste placé sur le côté et notre logiciel vient interpréter les mouvements. Et l'aspect multi-utilisateur que vous pouvez voir là est très intéressant. On ne sait plus là, si c'est la maman ou l'enfant qui joue. C'est de la détection à distance, en fait. Exactement. Ici, par exemple, dans les centres commerciaux, vous l'avez à 2 mètres pour de la publicité interactive. La commande gestuelle nous permet de prendre l'application en main. Ici, vous allez voir des applications. Alors, vous voyez, d'un simple geste de la main, j'allume la lumière. Vous pouvez apprécier ici la précision du geste. On est en dessous du centimètre chez IoTel. Donc une capture de mouvement très 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 précise, vraiment exceptionnelle sur le marché actuellement. Et puis les nouvelles fonctionnalités qui arrivent, navigation, bien entendu à une main, à 2 mains, visualisation de modèles 3D. Tout ça, ça arrive très très vite, peut-être bientôt dans les salons. Ah, c'est du teasing ça, comme on dit. Un petit peu, oui. C'est très tendance ça, Nicolas, je me tourne vers vous maintenant, comme technologie. Je vous laisse prendre un micro du coup. Ce sera plus facile. C'est tendance, oui, c'est tendance. Et puis surtout, je crois qu'il y a pas mal d'applications possibles. Là, on est sur de la grosse techno et on peut faire beaucoup de choses. Je crois que Christophe évoquait l'éducation. Je pense que c'est effectivement un sujet où on peut faire pas mal de choses. Réimaginer la classe de demain avec ce type de solution. Sur la rééducation aussi, genre plus dans le domaine de la santé notamment, avec oui, IoTel, il y a des choses sympas à faire. Et plus globalement, je pense qu'on est sur de nouvelles interfaces homme-machine, en gros. Donc on a des écrans partout et comment on va interagir avec ces nouveaux supports. Gisèle, vous aviez des précisions à apporter sur le fonctionnement de la technologie IoTel ? Alors aujourd'hui, des nouveaux capteurs apparaissent un petit peu dans la vague Kinect. Ça va devenir vraiment une référence sur le marché. Et demain, j'ai des demandes d'applications. Ça va être dans la voiture, ça va être sur vos chaînes Hi-Fi, ça va être de la cafetière. Allez, j'exagère, jusqu'à l'avion de chasse. Ah ouais. Oui. Soyons fous, c'est large. On a des applications, c'est assez fou de voir le champ très large. Pour la start-up, c'est aussi très important de nous concentrer sur des applications bien précises. Et justement, Alcatel One Touch va peut-être nous permettre de nous de faire le focus sur ces nouvelles interactions homme-machine dédiées au mobile et peut-être plus encore. Eric, c'est le côté avion de chasse qui vous a séduit chez IoTel ou pas ? Oui, tout à fait, oui. Vu que je viens de chez Dassault. C'est ça. Non, en fait, comme dirait Orange, on a l'impression d'être des super-héros quand on voit ça. Et donc, chez IoTel, chez Atuma, chez Ipone, ce qui nous a séduit, en fait, c'est d'essayer de se projeter et de rendre possible des nouveaux usages, mais de manière totalement facile et naturelle, ce qui correspond clairement à l'ADN de notre société, Alcatel One Touch. Gisèle, quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez raconté une petite anecdote qui prouve quand même que tout ça est déjà rentré finalement un peu dans les mentalités des gens. Racontez-nous ici. Alors oui, c'est une anecdote. On avait fait un prototype pour le groupe La Poste. Donc vous connaissez le public de La Poste. Et puis une petite dame arrive. Donc c'était une borne très simple. On pouvait choisir son colis à distance, à 20 cm de l'écran. Et puis il y avait donc un panneau prix d'innovation IoTel, encore, très bien. Et puis la dame arrive devant l'écran, choisit son colis, sa destination, etc. Donc elle touche, c'est ça ? Non, elle ne touche pas. Elle reste à 30 cm de l'écran. Puis elle me regarde. Moi, je comprends vraiment pas pourquoi vous avez eu un prix d'innovation. C'est qu'un écran tactile un peu plus performant et plus réactif. Donc en fait, le challenge, il est là. C'est quand la technologie
s'efface et que l'interface devient vraiment naturelle. Donc on était finalement plutôt fiers. Oui, bah, j'imagine. Bon, en tout cas, de toute façon, c'était une impression parmi d'autres. Oui, j'en ai des milliers d'anecdotes maintenant, au bout de 3 ans. Beaucoup de choses, beaucoup de surprises, de très belles surprises. Et puis des prix d'innovation, vous en aurez d'autres et qui seront d'autant plus mérités, en l'occurrence, à l'avenir. Oui, bien sûr. En tout cas, on vous le souhaite, évidemment, on serre croise les les doigts. Ouais. Merci beaucoup à vous trois, en tout cas, Gisèle, Gioia, ainsi que Christophe, d'avoir été avec nous. Et avant, justement, de poser, vos questions et vos réponses à Eric et Nicolas, qui vont rester avec nous, je vous remercie donc d'avoir été avec nous. Start-up, donc, en phase de décollage. Vous pouvez aussi les applaudir. Et je vous propose ensemble maintenant d'envisager une espèce de retour vers le futur. Maintenant que vous connaissez, qu'on connaît tous un petit peu mieux les 6 projets en incubation, on va mettre en perspective tout ça et prendre de la hauteur sur les usages de ces innovations. C'est avec le directeur général adjoint Product Innovation Center de Shenzhen pour Alcatel One Touch. Il s'agit de François Chambon. Bonjour François. Bonjour. Merci beaucoup de m'avoir rejoint également, ainsi que Nicolas et Eric sur le plateau. Alors François, on s'en est aperçu à l'évocation de ces 6 startups, ça progresse très très vite. On parle même aujourd'hui carrément de smartphones modulaires, d'écrans flexibles. C'est quoi la prochaine étape ? En fait, on est à une étape qui est extrêmement excitante, parce que beaucoup de portes sont ouvertes aujourd'hui. On sent un fort appétit sur le marché en fait, pour quelque chose de nouveau. Ouais. On le voit à chaque fois qu'il y a un nouveau smartphone qui est annoncé par les grandes marques. Une excitation importante, monter. Une émulation, ouais. En attendant la prochaine révolution. Et on voit beaucoup de choses arriver qui sont très intéressantes, aussi bien sur les wearables, donc des bracelets, des montres, des lunettes, et sur les objets connectés. On parle beaucoup des voitures qui vont devenir beaucoup plus intelligentes et beaucoup plus connectées. Beaucoup d'objets à la maison. La maison connectée aussi. Aussi du coup, la ville. Ouais. Aussi la ville. Donc beaucoup de choses qui vont encore évoluer et qui vont amener une nouvelle révolution dans cette industrie qu'on a déjà connue beaucoup. Mais ça veut dire que notre rapport aux objets du quotidien, finalement, il est complètement bouleversé et ce sera le cas encore dans les années à venir. Oui et non, en fait. Le but du jeu est d'arriver à amener tous ces nouveaux usages, toutes ces nouvelles fonctions, sans complètement bouleverser la vie des gens derrière. Et ce que disait Gisèle tout à l'heure, il faut que les choses paraissent naturelles et que la technologie qui est derrière soit invisible. Mais c'est facile à faire, ça ? C'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Ouais. Alors François, ce que je vous propose, c'est qu'on se projette. Imaginez, on est en 2016, on est au Mobile World Congress de Barcelone, vous êtes sur le stand Alcatel One Touch. Le produit, ou peut-être les produits que vous nous proposez à cette occasion, quels sont-ils ? Qui sortent de vos labos, tout frais, tout neuf. Alors c'est difficile de répondre à la question comme ça, parce que 2016, c'est à la fois loin et proche. Par contre, ce qu'on espère beaucoup, et c'est pour ça qu'on a fait le projet ici, c'est d'arriver à trouver pour chacune des startups qu'on a sélectionnées le bon use case, la bonne façon d'intégrer ça dans nos produits, que ce soit des smartphones, des tablettes, d'autres produits qui pourraient se créer, des terminaux connectés, pour arriver à amener vraiment un usage qui pourrait concerner tout le monde. Notre créneau, c'est vraiment, et notre credo, c'est vraiment d'amener de la technologie simplement qui soit accessible à tout le monde. Et donc d'arriver à amener la bonne fonction, le bon usage pour chacune des startups dans un de nos produits. Bon, on se voit quand même en 2016, on prend rendez-vous, ça vous va ? Tout à fait. Ouais. Merci beaucoup en tout cas pour cet éclairage. François, vous restez avec nous. On va passer, si vous voulez bien, Eric et Nicolas, à vos questions, si vous en avez. En tout cas, n'hésitez pas. Eric Vallet et Nicolas Bellego sont là pour vous. Allez-y. Je vous invite à lever la main éventuellement pour la première question, s'il y en a une. Vous serez filmé en plus. En plus, vous allez passer à la télé, donc franchement, grâce à Alcatel One Touch et Paris Région Lab Incubateur. Que demander de mieux ? Pas de première question, je vais peut-être me lancer, du coup, avant d'avoir une question de la part du public ici présent. Eric, je vais m'adresser à vous. Je crois savoir que chez Alcatel One Touch, vous prenez, vous en parliez également tout à l'heure, le 100% intégré. C'est ce qu'on appelle au niveau du service recherche et développement. Qu'est-ce que ça implique finalement pour l'avenir de toutes ces startups qu'on a vues ce matin ? Disons que
effectivement, on prône le 100% made home for you. For me. For you. For you. For you. Mais ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'on contrôle la R&D, on contrôle la fabrication, on contrôle le design. Tout ça, c'est des assurances pour l'utilisateur final. C'est un gage de qualité et de performance. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas ouvert. Au contraire, on a besoin, comme je le disais, les temps de cycle de développement des produits maintenant, c'est 6 mois, 9 mois au plus si les technologies sont d'avant-garde. Et donc la R&D est la tête dans le guidon. Et cette opération d'Open Innovation a pour objectif de nous faire lever la tête du guidon, regarder autour ce qui se passe, et établir des partenariats. On dit toujours win-win, mais c'est quand même l'idée. C'est-à-dire que tout est ouvert sur les 6 startups. Peut-être qu'il y en a une où on ne fera rien du tout, il y en a une qu'on intégrera, il y en a une où on développera des brevets ensemble. Tout est ouvert, en fait. Merci, Eric. C'est open, c'est ça, c'est ce que vous disiez. Est-ce que vous avez du coup des questions pour Eric Vallet ou Nicolas Bellego qui sont présents? Monsieur, je vous invite à vous lever, du coup. On va venir éventuellement vous voir. Joël Varin, pour la petite histoire, est l'ancien CTO, Chief Technical Officer d'Alcatel Mobile Phone. Ah, bah vous connaissez alors. Oui. Oui, on se connaît effectivement avec Eric depuis pas mal d'années. Monsieur Varin, on vous écoute. Oui, non, la question c'est, actuellement on parle beaucoup de la 4e génération qui déjà cherche quelquefois ses applications. En même temps, beaucoup de bruit commence à se faire autour de la future génération, la 5e génération, qui aussi va être sujette à sans doute des usages nouveaux, à des services nouveaux, à des technologies nouvelles qui vont s'intégrer dans les produits eux-mêmes. Comment comptez-vous vous connecter justement à ce monde qui est en pleine effervescence et qui commence aujourd'hui avec un peu sa fourmi, mais qui va se stabiliser dans les années qui viennent, sans doute pour les années 2020. Donc êtes-vous déjà dans cette logique-là ou êtes-vous plutôt suiveur et vous allez attendre que tout soit fait? Je connais un peu la réponse, remarquez. Merci. On va quand même laisser Eric la donner. Non, je préférais François la donne. François. Ou alors on va laisser concert. François répondre après. Moi, ma réponse, ça serait que on l'a vu pour la 3G, on l'a vu pour la 4G. Alcatel One Touch n'est pas là pour faire émerger la technologie, mais la rendre accessible. Ça veut dire que oui, on attendra certainement que des gens très bien, que tu connais, vont déblayer le terrain. Et nous, on va se focaliser sur l'usage. Parce que, in fine, c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui nous correspond. Et voilà, que ce soit de la 3G, de la 4G, de la 5G, pour ne pas être irrévérencieux vis-à-vis de nos clients opérateurs qui sont dans la salle. Peu importe la génération, ce qui importe, c'est la couverture du réseau déjà, et puis aussi l'usage qui va en être fait. On peut avoir, Speaker le démontre très bien, une application basée SMS seulement, 2G suffira. François Chambon, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, donc c'est assez intéressant parce qu'il y a aussi un appétit pour la 5G. Pour la petite histoire, ce matin, le chauffeur de taxi qui m'a amené, il me dit c'est vrai qu'à Hong Kong, il y a déjà la 5G. Donc, pour remettre un peu en perspective, la 5G, on parle de 2020, quelque chose pour le grand public. Oui, et donc on suit ça de très près. L'objectif n'est pas de développer pour nous la 5G, on n'a pas la force de frappe pour ça. Par contre, être sûr qu'on comprend bien comment ça marche, être sûr qu'on comprend bien les avantages que ça va apporter par rapport à la 4G, de façon à créer les usages, les use cases qui amènent vraiment quelque chose à l'utilisateur final et qui permettent de créer soit des nouveaux produits, soit des produits plus adaptés à nos clients. Sachant que nous, on ne s'adresse pas forcément aux clients extrêmement technophiles, on s'adresse vraiment à monsieur et madame tout le monde. Donc il faut amener des choses qui soient à la fois très répondant à leurs besoins, mais aussi très simples à utiliser. Une question éventuellement pour Nicolas Bellego, si vous en avez aussi. Alors, plus qu'une question, c'est plus un témoignage. Donc, je suis Jean Jean Varaldi Varaldi de la société Qualcomm. Donc, Qualcomm, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est un
une société qui fournit les processeurs et les modems qui équipent un grand nombre de téléphones, et surtout les téléphones, on va dire, les plus performants. Un mot juste pour dire à quel point voilà, bref. Par exemple. Je pourrais donner une longue liste. Je pourrais donner une très très longue liste. Mais peu importe. Non, l'important c'est de dire que pour Qualcomm, on développe énormément de technologies. J'ai une vision sur les modules technologiques qui seront mis à vos dispositions, les performances qui seront mises aux dispositions de toutes les startups dans les 2, 3, 4 prochaines années. Alors surtout, arrêtez pas vos efforts. Parce que si vous avez pensé que l'évolution du mobile a été excessivement rapide, on va dire ces 5 ou 10 dernières années, eh ben les choses vont continuer sur la même tendance sur les 5 prochaines années et peut-être plus loin que ça. Et on sait très bien, Qualcomm c'est une société énorme, hein, on a équipé plus de 700 millions de téléphones en 2013, hein, et on sait très bien que l'innovation, elle ne vient pas des très gros groupes, elle vient des startups. Et c'est vous qui êtes à l'initiative, on va dire, des prochains usages. C'est la créativité de ces dizaines, de ces centaines, de ces milliers de startups qui feront ce que le monde de la téléphonie l'année prochaine, dans 2 ans et dans 3 ans. Donc nous, on est des grosses sociétés, Qualcomm, Alcatel et d'autres. On fournit des briques, mais l'innovation, la créativité, elle vient de ces startups. Et on est là pour vous accompagner, on est là pour vous fournir des briques, mais c'est vous qui inventez le futur. La pierre à l'édifice, en l'occurrence, c'est apporté par les startups. Eric, ça vous va comme témoignage? C'est parfait. Je veux juste dire qu'effectivement, Orange, Bouygues, tous nos partenaires Qualcomm sont, je ne vais pas dire à votre disposition, les startups, mais on peut vous les faire rencontrer, discuter ensemble en fonction de vos besoins. C'est l'idée du project. C'est ouvert, c'est facile. C'est open, encore une fois. Est-ce que vous avez d'autres questions pour nos intervenants qui sont là en plateau? Monsieur. Alors, je vais vous demander juste de vous rapprocher, s'il vous plaît, de prendre un micro pour qu'on vous entende bien. Le micro arrive. Nicolas Bellego donc, et Eric Vallet qui sont là pour vous ce matin. Bonjour, merci. Bonjour. Une question à Eric. Donc, dans 5 ans, Alcatel One Touch, comment vous voyez en termes de part de marché? Parce que c'est vrai que moi, je ne connaissais pas Alcatel One Touch, je suis désolé. Et donc voilà, juste pour savoir, vous restez sur le marché des smartphones et tablettes, où il y a d'autres produits en perspective. Et voilà, en termes de marché, juste comment vous espérez être? Question rude. Bon, aujourd'hui, comme je disais en introduction, on est la société qui, dans le top 10 des fabricants mondiaux de téléphonie mobile, est celle qui progresse le plus vite. On vient de rentrer numéro 5. Notre objectif n'est pas forcément d'être numéro 1. Enfin, on cherche pas une place, on cherche à développer profitablement, et c'est déjà très difficile, profitablement notre business. Maintenant, où est-ce qu'on va être dans 2, 3, 5 ans? On sera peut-être numéro 3, numéro 4, peu importe. Ce qu'on sait, c'est qu'on amènera toujours des produits pour le mass market. On ne va pas aller chercher des produits comme des Samsung Galaxy X ou des Apple 6, etc. Que vous ne visez pas le haut de gamme, en fait, c'est ça que vous voulez dire? On ne vise pas le très haut de gamme. On vise à amener des produits comme celui-là, LTE, 6 pouces, très fin, coloré, 249 €. Et donc, il y a bien un moment donné, je cite l'anecdote parce que je la connais, il y a bien un moment donné où il y a des gens qui, en rupture de subvention de leurs opérateurs, ne pourront plus se permettre d'avoir des terminaux à 600 € et ils seront très contents d'avoir des terminaux comme ça. Donc, je pense que naturellement, notre part de marché devrait se développer. Et puis ensuite, vous me permettez aussi quand même, par cette question de rebondir, on fait partie du groupe TCL. TCL est numéro 1 en TV en Chine, numéro 3 mondial. Et donc, en fin de compte, si vous reprenez un petit peu de recul, Alcatel One Touch, TCL, on couvre toute le consumer électronique en termes d'écran de 1.5 noir et blanc à 110 pouces. Ce qui donne des perspectives pour Atuma et Iphone. Notamment. Notamment. Une dernière question pour Eric Vallet ou Nicolas Bellego, rapidement, si vous en avez.
Non, définitivement non. Alors si vous n'en avez pas, vous allez pouvoir tester donc dans un instant ces applications, les tester, les manipuler, les utiliser en direct. Vous les connaissez donc un petit peu mieux maintenant. Et avant ça, on vous remercie d'avoir évidemment suivi cette conférence. Eric, je vous laisse le mot de la fin. Je remercie tout d'abord les startups de nous avoir rejoints, de nous faire confiance pour les accompagner. Je remercie le professionnalisme de Paris Incubateur, et c'est pas du blabla, c'est vraiment des gens qui nous ont aidés à arriver où on en est là aujourd'hui. Je pense qu'on ne l'aurait pas fait tout seul. Merci à Jean-Louis Missika, il est parti, mais c'était impressionnant de l'avoir avec nous ici. Et puis voilà, c'est la première saison. Elle est basée à Paris. Il y en aura sûrement une autre à Paris. Et puis on va commencer à réfléchir à comment on fait une saison 1 aux US, par exemple. Il y a aussi des incubateurs, François peut vous en parler, des incubateurs en Chine, des incubateurs hardware. Donc c'est open. Encore une fois, merci beaucoup.